Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'objectif de ce décryptage, c'est de démystifier complètement la mécanique mathématique qui fait tourner les réseaux de neurones informés par la physique, ce qu'on appelle communément les pins. Pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que c'est très exactement cette tambouille mathématique qui permet aujourd'hui de modéliser l'aérodynamisme d'une monoplace ou d'anticiper la dynamique des fluides avec une rapidité déconcertante. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre étape par étape comment on passe d'une théorie physique hyper abstraite à une intelligence artificielle prête à l'emploi. C'est absolument fascinant de voir la théorie pure fusionner avec le code. Pour que tout ça reste parfaitement fluide, on va construire notre recette mathématique en 5 étapes bien distinctes. On commencera par poser le cadre physique, puis on mettra en route notre moteur neuronal, avant de lier tout ça avec la gestion des résidus et l'optimisation. Et bien sûr, on terminera par les véritables défis techniques. On attaque tout de suite avec la première étape, la formulation du problème. C'est le moment crucial où l'on plante le décor physique pour notre réseau. À la base, tout part d'un principe simple. N'importe quel phénomène modélisé par une équation différentielle peut se résumer à une forme abstraite, un opérateur global qu'on appelle n, appliqué à un champ inconnu u, le tout égal à 0. L'astuce géniale de ce framework, c'est que le réseau de neurones en lui-même se fiche royalement du type d'équation qu'on lui donne. Que ce soit de la simple diffusion thermique ou les redoutables équations de Navier-Stokes pour l'écoulement de l'air, la seule variable qui change dans nos maths, c'est juste cet opérateur différentiel. Mais attention, comme le rappellent très justement nos sources, on ne peut pas se contenter de ça. Un problème physique ne se limite jamais à une simple équation flottant dans un espace théorique vide. Il faut absolument ancrer cette équation dans la réalité. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers classiques. Les conditions aux limites. On a la condition de Dirichlet pour imposer une valeur stricte, comme bloquer le bord d'une pièce mécanique. Il y a la condition de Neumann, qui gère les flux ou les forces appliquées. Et enfin, la condition de Robin, qui mixe un peu les deux. Sans ce cadre strict, impossible de simuler quoi que ce soit de tangible. Le décor physique étant solidement en place, on peut logiquement enclencher la deuxième étape et voir comment le réseau de neurones vient remplacer les méthodes traditionnelles. C'est là qu'on assiste à un vrai changement de paradigme. Historiquement, on cherchait notre solution dans un espace mathématique figé. Aujourd'hui, on l'approche avec une fonction différenciable qui n'est autre que notre réseau de neurones. En clair, l'IA vient remplacer un espace fonctionnel entier par des milliers de poids et de biais qu'on va pouvoir ajuster. C'est une révolution conceptuelle colossale pour la simulation. Mais au cœur de ce système, le choix de la fonction d'activation est une décision presque chirurgicale. Par exemple, la célébrissime fonction ReLU, incontournable en deep learning classique, est une catastrophe ici. Comme elle n'est pas lisse, ses dérivées secondes s'annulent complètement, la rendant inutile pour analyser la plupart de nos équations physiques. Du coup, on va plutôt s'orienter vers la fluidité d'une fonction tan, ou même utiliser un sinus qui se révèle redoutable pour capter des comportements à très haute fréquence. Et d'ailleurs, en parlant de dérivées, comment est-ce qu'on les calcule sans s'appuyer sur une grille géométrique classique? Eh bien, c'est le choc des générations. Les anciennes méthodes par différence finie sont bruyantes et génèrent plein de petites erreurs d'approximation. La solution moderne, c'est la différenciation automatique. C'est un outil mathématique qui applique la fameuse règle de dérivation en chaîne pour fournir des dérivées absolument exactes. Pas de bruit, pas d'erreur de troncature, c'est indispensable. Avec des dérivées parfaites en poche, avançons vers la troisième étape pour comprendre comment le réseau assimile réellement les lois de la physique. Tout s'articule autour d'une idée brillante, le résidu physique. On prend notre approximation neuronale, on l'injecte dans notre opérateur différentiel et ça nous donne une mesure de l'erreur. Le but ultime de l'algorithme, c'est tout simplement d'écraser ce résidu pour l'amener à 0. Un résidu nul, ça veut dire que le réseau respecte la physique à la lettre. Et le truc génial pour évaluer ça, c'est qu'on se débarrasse du sempiternel maillage géométrique. À la place, on va disperser des points de colocation à travers notre espace d'étude. On force la physique à se respecter sur ces points bien précis. On peut utiliser une grille classique, des méthodes comme l'hypercube-latine ou des algorithmes super avancés. C'est cette stratégie de points qui va déterminer à quelle vitesse et avec quelle précision notre modèle va apprendre. Notre réseau comprend maintenant comment évaluer ces erreurs. Passons à la quatrième étape pour voir la mécanique d'entraînement pure. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la fonction de coût n'est pas un bloc unique. C'est un arbitrage très fin, une somme pondérée de plusieurs erreurs. On additionne le résidu de l'équation principale, l'écart sur les frontières, les conditions de départ, et même parfois de véritables données expérimentales qu'on a observées. Le modèle doit jongler avec tout ça simultanément. Et pour réduire cette immense équation à néant, on fait appel à un combo d'optimisation en 2 manches. D'abord, on lance l'optimiseur Adam. C'est l'outil parfait pour défricher le terrain rapidement et faire le plus gros du boulot. Ensuite, l'optimiseur LBFGS entre en jeu pour la finition. Il agit avec une grande précision pour assurer une convergence millimétrée. C'est le duo parfait entre rapidité et rigueur.
On arrive à notre 5e et dernière partie. C'est l'heure d'examiner ce qui rend ce cadre si puissant pour l'ingénierie, tout en mettant le doigt sur ses limites. Prenons un instant pour réfléchir à un scénario assez vertigineux. Comment est-ce qu'on résout une équation si, dès le départ, il nous manque une donnée fondamentale? Imaginons qu'on ne connaisse pas la viscosité d'un fluide ou la flexibilité d'une pièce. Traditionnellement, ça coince. Eh bien, c'est exactement là que les pins sortent le grand jeu avec les problèmes inverses. En glissant juste quelques observations du monde réel dans les données, le modèle est capable d'apprendre ce paramètre manquant tout en calculant la solution globale. Il déduit la propriété cachée du matériau simplement en observant son comportement. C'est tout bonnement spectaculaire. Bon, soyons réalistes, il y a quand même des obstacles sérieux, dont un en particulier, le déséquilibre des pertes. Si l'erreur de l'équation mathématique pèse beaucoup plus lourd que celle des limites physiques, le réseau va tout bonnement ignorer les murs et les frontières de notre objet. On se retrouve avec une simulation mathématiquement parfaite, mais où la matière passe à travers l'acier. Pour contrer ces hallucinations, il est souvent impératif d'utiliser des systèmes de pondération très pointus. En fin de compte, quand on met face à face l'historique méthode des éléments finis, avec sa rigidité et ses maillages complexes, et les pins, portés par leur souplesse neuronale et une optimisation sans aucun maillage, le contraste est saisissant. Et ça soulève une question presque provocatrice. Face à de tels atouts, est-ce que ces modèles neuronaux vont finir, d'ici quelques années, par remplacer intégralement les méthodes classiques de simulation en ingénierie? C'est une perspective passionnante qui laisse la porte grande ouverte sur l'avenir.